Donc oui, aujourd'hui, on va s'intéresser à la Guadeloupe, où en 1728 est en fait menée une enquête. Une enquête dont j'ai représenté les résultats dans ce tableau, mais qui était présenté en plein texte dans la source originale. Cette enquête sur la lèpre, elle est menée par une commission médicale composée de médecins et de chirurgiens. Et ici, on voit bien en fait la dynamique qui est à l'œuvre à l'époque. On utilise les catégories. Ici, c'est la dynamique, c'est la catégorisation. Et on utilise la catégorie, en fait, les catégories des recensements, ici des catégories raciales, en séparant les individus en fonction de critères de la couleur de peau, qui sont aussi des critères sociaux, qui correspondent, en fait, le groupe qui est appelé blanc dans les sources est un groupe composé de personnes libres, et le groupe qui est appelé nègre dans les sources est composé de personnes qui sont réduites en esclavage. Par contre, ce qu'on remarque ici dans ce tableau et qui, moi, m'a beaucoup choqué en fait, quand j'ai vu ça, c'est qu'on n'utilise pas du tout les catégories de genre qui sont pourtant des catégories qui sont à l'époque reconnues par la médecine médiévale puis moderne comme une variante assez importante dans le développement des épidémies. Ici, on n'utilise que les catégories raciales qui donc s'imposent à l'époque, à la même époque et même avant dans les recensements. Alors, ici, il y a une autre chose qui va nous intéresser, c'est la lèpre. La lèpre, c'est une maladie qui est aujourd'hui identifiée en recherchant des mycobactéries, léprae et lépromatosis par le biais d'une biopsie de la peau. Mais au XVIIIe siècle, le diagnostic passe essentiellement par l'identification de symptômes qui apparaissent à un stade avancé de la maladie, des lésions de la peau, des voies respiratoires, la perte de sensations liées aux lésions des nerfs périphériques. Les méthodes, alors, sont données par les médecins dans des traités médicaux de l'Antiquité qui sont copiés au Moyen-Âge. Ici, dans ce tableau, ce qu'on voit, c'est que les occurrences de lèpre et de scorbut vont suivre un cours presque similaire. Il démontre une résistance en fait des termes lèpre dans les traités médicaux, alors que la maladie qui se développe à l'époque dans les théories médicales, c'est le scorbut, la maladie des marins, dont on voit de plus en plus, on constate les effets. Mais en fait, ce qu'on voit ici dans ce diagramme qui utilise en fait un corpus de livres qui est tous les livres qui sont sur Gallica et qui ont été ossérisés, eh bien, on voit en fait qu'il y a des pics qui sont assez similaires. Vous voyez tout à droite de l'image. Et ces pics, en fait, ils s'expliquent parce que lorsqu'on va décrire le scorbut, pour décrire le scorbut, on va dire, oui, le scorbut, c'est les mêmes symptômes que pour la lèpre. Et donc, il y a une confusion sur les deux maladies. Aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier au statut des lépreux, le statut qui donc est défini à la Guadeloupe dans un archipel. Et en 1728, on recense les lépreux, c'est le tableau que je vous ai montré au tout début, et ainsi 125 lépreux vont être dénombrés, puis exclus à la Guadeloupe, envoyés sur une île à l'est de l'archipel, la Désirade. Cette île, à l'époque, elle est pratiquement déserte, et les lépreux sont donc laissés et envoyés sur cette île. On y reviendra. En 1769, donc à la fin de la période que j'étudie, les lépreux esclaves sont déclarés propriété du roi, et ça met fin à une incertitude qui sera en fait l'objet de cette présentation où on va s'intéresser à l'intégration des lépreux dans la société de l'époque. Alors, la lèpre, depuis le Moyen-Âge, c'est le lépreux, en tout cas, est une figure qui est rendue identifiable par des signes vestimentaires et par le regroupement au sein d'un lieu d'assistance, la léproserie. Deux écoles historiographiques se sont opposées à ce sujet dans l'historiographie du Moyen-Âge. Des historiens comme Robert Ian Moore ont comparé les lépreux à d'autres exclus au Moyen-Âge, comme les juifs ou les homosexuels, tandis qu'au contraire, une autre école historiographique, avec François-Olivier Toiti ou Carole Rocliffe, vont affirmer que cette exclusion
existent, mais que les lépreux restent en fait à côté de la société, les léproseries sont en périphérie des villes, et que donc les personnes qui sont déclarées lépreuses restent à proximité de la société, simplement à côté. Dans les colonies d'Amérique, c'est ce modèle-là qui va se diffuser. À Lima, l'hôpital San Lázaro est construit en 1563 et comme son nom l'indique, il est dans la ville et confié à l'ordre de Saint-Lazare. Une léproserie similaire existe à Rio de Janeiro et en 1728, donc au moment de l'exclusion des lépreux à la Guadeloupe, il n'y a pas ce modèle-là qui apparaît à ce moment-là de l'exclusion sur une île déserte pour des malades. Ces nouveaux espaces, il faut souligner qu'ils caractérisent des maladies en fonction de la géographie, avec la définition d'une zone torride, la zone torride étant la zone qui correspond à un espace malsain perturbé par la chaleur de l'atmosphère qui perturbe l'équilibre humoral et provoque les maladies. Alors, en 1728, il faut aussi souligner que la Guadeloupe est une colonie esclavagiste qui a achevé sa transition du système de langagisme à l'esclavage. Elle compte alors 35 000 habitants. Et ce changement social est également un changement sanitaire, puisque l'esclavage, par les contraintes qui pèsent pendant le grand passage et ensuite sur la plantation, se caractérise par des positions contraignantes, des contacts humains très fréquents et donc par des maladies à terme, et donc c'est un changement sanitaire que l'on voit à cette époque-là dans les îles. Le but de cette présentation est donc de reprendre les problématiques des médiévistes dont je vous parlais tout à l'heure pour les appliquer à ce nouveau contexte. Est-ce que les lépreux sont inclus dans la société coloniale ou est-ce qu'ils sont au contraire exclus, comme le montrerait en effet leur déplacement à la Désirade par une procédure qui est jusqu'alors inédite. Donc comment le statut de lépreux redéfinit-il le rapport à l'État et à la société esclavagiste des individus qui sont ainsi catégorisés. Alors, dans une première partie, on va revenir sur d'abord la présence de la lèpre dans ces îles d'après les sources. Tout d'abord, le problème apparaît dans les correspondances administratives qui relèvent de l'intendant ayant alors en charge la police et donc l'ordre public. Et l'ordre public est perturbé par l'arrivée d'une épidémie avec les habitants qui envoient des lettres à l'intendant pour se plaindre, avec les habitants qui se réunissent pour en parler. Et donc on a des sources qui en attestent à partir de 1718, où en 1718, l'intendant des îles du Vent rapporte que 800 à 900 personnes seraient atteintes par la maladie dans les îles. En fait, à ce moment-là, quand il donne un chiffre aussi important, 800 à 900 personnes, c'est quand même un chiffre plutôt inquiétant. Il ne fait que rapporter une rumeur qui est une rumeur qui se propage parmi les habitants pour mieux justifier une enquête plus approfondie. Ensuite, la procédure se poursuit. Elle se poursuit au Conseil supérieur, où les habitants font remonter leurs préoccupations. Ce Conseil supérieur, c'est une cour de justice, une cour d'appel, où les juges sont en fait des élites de la colonie, donc des habitants qui possèdent une habitation, c'est-à-dire une plantation, des planteurs qui possèdent donc aussi des esclaves, des personnes. Et en 1721, la solution qui est trouvée à ce moment-là, c'est de faire un hôpital dans ces plantations, un hôpital où on isole les malades dans la plantation, donc un peu similaire au modèle dont je vous ai parlé finalement des léproseries tout à l'heure. Là, c'est un hôpital dans la plantation où les malades restent à proximité de leur famille et des autres esclaves. Ce qui se déroule ensuite à la Guadeloupe et ce qui va se poursuivre ensuite, c'est la procédure avec l'intervention de l'État. Alors cette intervention de l'État, elle est causée par une réunion de 68 habitants, donc ces propriétaires de plantations, qui envoient alors un mémoire à l'intendant Charles Blondel de Jouvincourt le 20 avril 1725. Ce mémoire est transmis au secrétariat d'État à la Marine qui a la charge des colonies et le secrétariat d'État à la Marine l'approuve. Ce mémoire, en fait, il propose de nommer 5 députés qui vont avoir pour charge de répartir les dépenses associées à la procédure qu'ils
qu'ils proposent cette procédure. Ils le disent dans la source, c'est séquestrer les lépreux. Avant 1728, la lèpre fait donc l'objet d'un consensus. Pour les habitants, il n'est pas question d'une pluralité d'épidémies. Au contraire, il n'y en a qu'une, la lèpre. Et pourtant, en 1728, lorsqu'on va envoyer des médecins à la Guadeloupe pour identifier la maladie, ils vont se diviser sur sa nature. Tout d'abord, le premier médecin qui est arrivé dans les îles du Vent, donc la Martinique, la Guadeloupe et les autres îles des Petites Antilles, le premier médecin qui est arrivé, vous le voyez ici, c'est Philippe Bernard Bordegaray, qui est arrivé en 1722. Alors, on ne connaît pas forcément ses écrits d'avant 1728, mais en 1728, le médecin qui va être nommé pour diriger la commission médicale, Peyssonnel, explique que c'est d'abord lui qui avait été consulté, que Bordegaray avait dit en fait que les malades n'étaient pas atteints par la lèpre, mais par d'autres maladies, le scorbut, la vérole. Au moment des faits, donc, il est le médecin le plus ancien, il revendique une expérience plus importante, il revendique aussi son diplôme, le plus haut diplôme de la faculté de médecine de Paris, la régence qui lui permet d'enseigner la médecine où il le souhaite. Et Bordegaray trouve aussi en fait que les mesures qui sont proposées d'exclure les lépreux à la désirade sont des mesures qui lui paraissent tyranniques, et il propose donc de créer un hôpital, ce que les habitants refusent en fait, parce que pour créer un hôpital, il aurait fallu payer. Et vous allez me dire, il faut aussi payer la visite à la désirade, sauf que une fois la visite organisée, les lépreux exclus, il y a les coûts, on va le voir, ne relèveront plus des habitants. Peyssonnel est cependant original parce que même s'il va suivre les recommandations des habitants, la maladie, pour lui, elle vient d'Afrique, elle vient de Guinée, et donc il estime que finalement le commerce des esclaves causerait les maladies. Ce qui est à l'époque une position qui est choquante, puisque Bordegaray va utiliser ça comme un argument pour s'opposer à lui en disant que Peyssonnel veut mettre fin au commerce des esclaves. Le 24 juin 1728, les administrateurs généraux écrivaient au secrétariat d'État à la Marine en disant « Nous avons point communiqué les écrits des uns aux autres pour éviter les disputes littéraires dans lesquelles ils avaient grande envie d'entrer. Vous le voyez, c'est un échec. Ils échouent à empêcher le déclenchement d'une polémique scientifique, mais ils parviennent cependant à imposer la séquestration des lépreux conformément aux mémoires des habitants. » Alors, le 1er décembre 1727, Peyssonnel était nommé par l'Assemblée des habitants pour diriger l'inspection des lépreux. Il est adjoint à ce moment-là de 2 chirurgiens, Jean Moulon et le sieur Lemoine. Alors, ces 2 chirurgiens ont tous les 2 travaillé pour l'État par le passé, l'un auprès du Conseil supérieur, donc dans des procès pour mobiliser une expertise dans le cadre de procès. Et le second, le sieur Lemoine, c'est un ancien chirurgien-major, donc chirurgien-major, il a travaillé pour la marine. L'intendant a également mobilisé plusieurs esclaves qui vont en fait aider la commission médicale dans ses tâches. Leur rôle n'est pas du tout établi dans les sources, on ne dit pas ce qu'ils font. Alors, pour ça, j'ai formulé 2 hypothèses. La première, ce serait qu'ils jouent un rôle dans la distinction de cette commission médicale en portant les médecins dans des chaises à porteurs. Ou l'autre possibilité, ce serait que ces personnes réduites en esclavage, elles aient un rôle dans la traduction, en fait, entre la commission médicale et les autres personnes réduites en esclavage, que pour dialoguer, en fait, ils fassent office de truchement, qu'ils traduisent, en fait, les dépositions des personnes que la commission médicale va aller voir. En plus de ces personnes réduites en esclavage, la commission elle est accompagnée par le commandant de la milice qui peut donc recourir à la force pour empêcher les personnes dénoncées de fuir. Tout ça, on y reviendra. Vous voyez ici dans ce tableau que je vous parle dans un des articles, je ne l'ai plus en tête, mais du fait que les lépreux qui refusent de se soumettre à la visite, enfin les déclarés lépreux, les dénoncés lépreux qui refusent de se soumettre à la visite, ils peuvent être abattus à vue par les habitants. En principe, ces visites, elles auraient dû être renouvelées tous les 2 ans.
en réalité, on n'en a pas trace. Et on en a trace seulement pour 1748. Donc ces visites, elles montrent bien que cette enquête n'est pas appliquée. Je passe assez vite sur les parties suivantes. Donc d'abord, ce qui va se traduire aussi dans l'ordonnance qui organise tout cela, c'est que le but de celle-ci est d'imposer la reproduction des hiérarchies raciales dans la nouvelle île. Le but est de confier le gouvernement de l'île aux personnes qui sont blanches et qui ont été déclarées lépreuses. Vous vous en souvenez peut-être quand je vous ai affiché le tableau tout à l'heure. On avait à la fois des lépreux qui étaient catégorisés comme blancs et des lépreux qui étaient catégorisés comme esclaves. Donc, le but, c'est de reproduire à la désirade les hiérarchies raciales conformément au Code noir de 1685, Code noir dont l'article 26 impose aux propriétaires d'esclaves les dépenses associées à l'alimentation et aux vêtements des malades, qui est en fait ici l'enjeu. Le but pour les propriétaires d'esclaves, c'est d'arriver à échapper aux dépenses associées aux soins des malades dans leur plantation. En ce sens, la désirade n'est pas une léproserie. C'est une île aux lépreux. Il n'y a pas de personnel envoyé pour administrer ou soigner les lépreux. Seuls des capucins sont censés établir une église et tenir le registre des naissances et des inhumations, mais les modalités pratiques ne sont pas abordées. Les registres des naissances et d'inhumations ne commencent à y être rédigés qu'en 1764, bien plus tard. Auparavant, ils auraient dû être consignés dans les registres de la paroisse de Saint-François. La paroisse de Saint-François, vous le voyez sur cette carte. Sur celle-ci, ça sera mieux. C'est en fait la paroisse la plus à l'est de la Guadeloupe, donc juste à côté de la désirade. La désirade qui apparaît ici sur le petit feuillet parce qu'ils ont oublié de dessiner la désirade et donc ils l'ont rajouté sur un petit feuillet à part, ce qui est très mignon. Ensuite, je vous propose maintenant de s'intéresser vraiment au sujet qui était quand même de savoir qu'est-ce qui arrive aux personnes qui ont été déclarées lépreuses à la désirade. Alors, à la désirade, ce qui va caractériser les changements dans l'île, c'est d'abord le fait que cette île qui est isolée, qu'on oublie sur les cartes en 1759, puis qu'on rajoute sur un petit papier, eh bien, cette île, durant la guerre de 7 ans, elle est occupée par les Anglais. La guerre de 7 ans, elle a lieu entre 1756 et 1763. C'est le moment où, à la fin de l'année 1763, Louis XV cède le Canada. En 1763, elle se met donc à intéresser à nouveau les administrateurs généraux de la Guadeloupe. Et dans la lignée des projets du ministre de la Marine de l'époque, Choiseul, le but est de peupler cet espace qui était jusqu'alors inhabité. Enfin, inhabité, sauf par nos personnes déclarées lépreuses, en effet. Et donc, à ce moment-là, on propose d'en faire une colonie pénitentiaire en y envoyant ce qu'on appelle les mauvais sujets. Ces mauvais sujets, en fait, ce sont des fils de familles qui ont été dénoncés au roi et auxquels on a demandé au roi, en fait, par une supplique, une lettre de cachet. Et donc, ils ont été enfermés dans les prisons de la France et en France hexagonale. Et ensuite, là, on les déporte à la désirade. En 1767, ils sont autorisés à repartir, ce qui fait que leur présence est assez éphémère, mais elle a quand même une importance parce que, comme on le voit sur ce plan, eh bien, ils se sont installés à l'ouest de l'île, à Beauséjour, tandis que les lépreux sont isolés à l'est de l'île, dans la baie Mao. Donc, plutôt, là, je n'ai pas de carte plus précise de la désirade, malheureusement, vous le voyez, en tout cas, pas pour l'époque. Et en fait, ce qui se pose alors, c'est la question du statut des lépreux esclaves en particulier. En effet, malgré la longueur de l'ordonnance de 1728 qui organisait à la fois la visite et l'exclusion, la question qui restait en suspens, déjà en 1728, c'était de savoir si la lèpre était ce qu'on appelle un vice rédhibitoire. Un vice rédhibitoire, c'est en fait c'est une catégorie dans la justice qui conduirait à reconnaître une maladie comme invalidante pour l'esclave, mais les personnes réduites en esclavage n'ont pas de personnalité juridique, donc ils ne peuvent pas agir en justice, et quand on s'intéresse à leur santé, ici, c'est juste pour qu'on puisse indemniser les propriétaires des esclaves
Et donc pour cela, si le propriétaire de l'esclave s'estime floué par la personne qui lui a vendu la personne réduite en esclavage, eh bien on indemnise le nouveau propriétaire. Oui. En 1769, donc, le gouverneur s'inquiète du fait qu'il est d'usage aux îles du Vent que les personnes attaquées de maladies contagieuses ou incurables soient envoyées par les personnes réduites en esclavage qui sont atteintes de maladies, sont envoyées par leur propriétaire à la désirade. Ce sont donc les propriétaires des esclaves qui décident de les envoyer à la désirade et non pas, comme le prévoyait l'ordonnance de 1728, l'État qui organiserait ça de façon périodique. Donc tout est confié aux propriétaires des esclaves. Le gouverneur se plaint aussi de la multiplication des familles nombreuses et très saines d'anciens esclaves abandonnés que les anciens propriétaires cherchent ensuite à reprendre une fois qu'ils se sont rétablis. Et donc, à ce moment-là, la solution qui est trouvée par l'intendant, par le gouverneur, c'est de les déclarer épaves. Et en fait, ces personnes réduites en esclavage qui sont déclarées épaves, en fait, on affirme la propriété du roi sur ceux-ci. La lettre du gouverneur qui donc nous montre que les lépreux ont réussi à tirer parti du flou sur leur statut, elle nous montre aussi qu'ils cherchaient en fait à justifier la mesure. Voilà. Et donc, pour conclure, la séquestration des lépreux à la désirade représente un cas tout à fait à part dans l'histoire des colonies françaises. Face aux maladies, l'État qui organise habituellement un isolement temporaire, la quarantaine, ou bien l'assistance par le biais des hôpitaux, eh bien là, il semble organiser un isolement d'une rigueur inégalée, aussi rigoureux que possible compte tenu des faibles moyens accordés à la commission médicale et aux commandants de milice. Mais d'un autre côté, les habitants de la Guadeloupe restent en réalité en contact avec les lépreux, comme l'atteste leur volonté de ramener les anciens esclaves dans les plantations qui restent en fait esclaves malgré tout, mais qui vivent à la désirade et qui réussissent à tirer parti de leur nouveau statut.